Le low-tech en rénovation énergétique. Une série de podcasts produite par le programme Profil, conçu par l'ICEB, l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti, et piloté par l'agence Qualité Construction. L'idée, c'est vraiment de partir de ce qui est là et d'essayer de mettre les moyens, les matériaux, les équipements là où c'est nécessaire. Puis, c'est après choisir des systèmes, des matériaux qui vont nécessiter pour leur fabrication et leur mise en œuvre le moins d'énergie possible. Ensuite, il y a vraiment la question de qui va utiliser ce bâtiment, comment il va fonctionner, et de travailler avec les usagers, parce que c'est comme ça qu'on va voir ce qui va vraiment correspondre à leur mode de fonctionnement. Épisode 2, Bonjour. Penser le bâtiment Bonjour. avec les futurs utilisateurs. Et du coup, vous avez déjà fait pas mal de travaux, hein, c'est ça? Oui, parce qu'on est installé là déjà depuis quelques temps. Et donc, on fait ça par tranche, parce qu'on n'est pas non plus très riche. Donc, on fait ça par tranches successives. D'accord, Voilà. d'accord. Là, vous êtes un peu maintenant sur les enjeux énergie, enfin, c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, oui, parce que c'est vrai que c'est des maisons qui ne sont pas forcément faciles à chauffer. Et donc, l'âge venant, il faut prévoir, et parce que moi je suis frileux déjà d'origine, mais alors je me dis que plus tard ça va être horrible. Donc maintenant, j'aimerais bien arriver à trouver un moyen de me chauffer sans que je m'épuise la santé et sans que mon portefeuille s'en ressente trop. Et là, pour le moment, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est vrai que l'hiver, quelquefois, c'est un peu difficile ici. Oui, d'accord. C'est une ancienne... C'est une ancienne ferme, oui, c'est une ancienne ferme. En fait, c'est une ferme qui a été transformée en colonie de vacances. C'est effectivement un grand bâtiment, enfin 3 gros bâtiments. Oui. Une maison, un ancien séchoir à tabac et puis une grange. Mais on a tout aménagé parce que c'est aussi un espace de travail. Et donc on veut pouvoir recevoir facilement des personnes et donc à la fois des salles de travail et en même temps des endroits où habiter, manger, enfin ce qu'on fait dans une maison normale, quoi. D'accord. Antoine, que vous venez d'entendre, est un particulier qui rénove sa maison. Avant d'entamer des travaux de rénovation énergétique tout azimut, et pas forcément cohérents, il a souhaité prendre le temps de la réflexion, avec des professionnels du bâtiment. Nous le retrouverons tout au long des épisodes, en discussion avec Emmanuel Pat et Héloïse Pelaine pour analyser ses besoins et trouver les solutions les plus appropriées pour sa consommation énergétique. Cette manière de procéder fait totalement partie du processus de rénovation énergétique en low-tech. Retrouvons Christine Le Cerf, ingénieure en construction éco-responsable. C'est vraiment, je pars du besoin et je construis à partir du besoin et à partir de la façon dont on va utiliser les choses. Je pense par exemple à une réhabilitation d'un bâtiment de bureau que je fais aujourd'hui pour Vinci Autoroute à Biarritz. Et donc là, on a convenu avec la maîtrise d'ouvrage, mais c'était vraiment un souhait de leur part, qu'on allait faire beaucoup de concertation avec les gens qui travaillent dans ces bureaux. Parce que l'objectif du maître d'ouvrage, c'était de faire un bâtiment zéro clim. Et du coup, un des enjeux, c'était quand même de faire passer l'idée que le zéro clim pouvait être quelque chose de confortable. Et donc, on a fait des groupes de travail. Donc, moi, j'avais demandé à ce que ça soit représentatif de tous les services, en fait. Donc, on avait 7-8 personnes. On leur a fait un cours un peu, on va dire, un peu théorique sur c'était quoi le confort d'été. Et puis après, on les a fait parler un peu sur comment ils se sentaient dans leur bureau aujourd'hui. Est-ce que c'était confortable? Qu'est-ce qui étaient les sources d'inconfort? Et donc on s'est rendu compte que le système qu'ils ont aujourd'hui de climatisation qui crache de l'air froid, c'était très inconfortable. Donc ils étaient dans une situation qui aujourd'hui leur convenait pas, donc ils étaient ouverts à autre chose. Et donc après, on s'est promené dans les différents bureaux des uns et des autres avec des appareils de mesure de la température. Et on regardait sur les parois, c'était quoi la température de l'air. Et on essayait de voir avec eux qu'est-ce qu'ils pouvaient concrètement expliquer les inconforts qu'ils ressentaient. Et on essaie de comprendre avec eux pourquoi ils ressentent ça. Et du coup, comment, dans le travail que nous, on va faire après en conception, on peut améliorer ces différents points de manière à ce qu'eux, ils ressentent du confort. Et que c'est pas forcément la clim qui va être la solution, mais que ça peut être d'autres systèmes, comme des protections solaires, comme des vitrages mieux isolés, comme une ventilation plus adaptée, voilà, des choses comme ça.
Et du coup, ils vont devenir acteurs pour ouvrir la fenêtre, pour baisser le store, pour... Exactement. Exactement. Ça, c'est l'objectif parce qu'en fait, dans ce bâtiment-là, les simulations qu'on a faites, c'est que si les gens baissent pas les stores, ça ne peut pas marcher. Partons à Levallois-Perret, dans des locaux de bureau, en compagnie d'Yvan Fouquet, architecte. Allons à la rencontre des usagers après une rénovation énergétique et une suppression de la climatisation. Sachant que les bureaux, contrairement aux habitations où on est peu nombreux dans un logement normalement, en bureau, on a une occupation qui est plus importante, on a des ordinateurs qui chauffent, on a besoin d'éclairage naturel, donc des fenêtres un peu plus grandes qui apportent aussi de la chaleur. Donc il y a vraiment un enjeu de surchauffe qui est plus important qu'en logement. Et c'est la raison pour laquelle tous les bureaux quasiment sont climatisés aujourd'hui, même à Paris. Bonjour. On s'est dit, mais on va avoir trop chaud, c'est pas possible, ça marchera jamais. Nous, on est trop habitués à notre clim et on l'utilisait beaucoup. Vous le voyez, à chaque fois, on avait la clim à fond dans nos bureaux. Et au final, non, ça marche. J'ai un retour aussi de Carole qui est à l'accueil, la personne qui est à l'accueil, qui est sur ce fonctionnement pendant la semaine de canicule qu'on a eu cet été. Elle a trouvé que c'était assez formidable. En fait, le premier jour, le mardi où il a fait très chaud et tout le monde avait chaud. Le soir même, elle a déclenché le petit mode canicule. C'est vraiment très très simple. C'est un bouton. Là, c'est le low-tech pour le coup. Et elle l'a déclenché. Le lendemain matin, il faisait frais et tous les bureaux avaient été ventilés. Mais alors, ça déclenche quoi? Donc, ça ferme les volets? Ça ferme effectivement les volets. Ça ouvre les fenêtres automatiquement. Mais uniquement pour ces locaux communs. Et ça, normalement, c'est quelque chose qui doit être fait par chaque utilisateur dans son bureau. Les bureaux, ce qu'on nous faisait, c'est qu'on baissait les volets, on ouvrait notre fenêtre, on ferme les portes et en fait, vous avez l'ouvrant au-dessus qui s'ouvre automatiquement, je sais plus à quelle heure. Et donc, en fait, l'air passe de bureau en bureau avec les fenêtres ouvertes par pour faire une ventilation traversante et pour garder le bureau fermé pour des questions de sécurité. C'est ça qu'on voit. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a un volet là. Alors, là pour le coup c'est motorisé. C'est motorisé, ça prend du temps. Mais voilà, non. Ils s'ouvrent tous automatiquement et le matin on arrive, c'est frais. On va arriver directement dans un autre open space. Bonjour. Donc on avait un comité de direction, puis un comité de pilotage qui rentrait plus justement dans ce détail-là des choses, avec plusieurs intervenants, et notamment, son nom m'échappe, mais une jeune femme effectivement plus axée sur le climat, principalement axée sur la pénibilité de la chaleur excessive en été, avec justement cette idée de ventilation, d'ouverture et de fermeture en fonction de la luminosité au gré de la journée, et puis le fait qu'effectivement on allait essayer j'oserais dire, de se déshabituer d'une climatisation, je dirais, classique, assez énergivore, et en fait jusqu'à aujourd'hui on a très bien pu, j'oserais dire, s'en passer. Et vous avez aimé être impliqué? Ça vous a étonné? Alors étonné, non. Si je dois être sincère, je dirais que j'ai aussi pensé à un moment donné que ça faisait aussi partie d'une sorte d'effet de mode. Parfois, il y a un peu de greenwashing et que peut-être que ça allait être le cas aussi pour nous, pourquoi pas. Et puis, je me suis rapidement rendu compte que c'était pas le cas et que il y avait une véritable volonté de la part des concepteurs, de la part des personnes qui allaient équiper le bâtiment et puis des gens qui allaient le mettre en œuvre, de vraiment faire attention à ce type de choses. On a d'autant plus joué le jeu qu'on s'est vite impliqué dans le projet et que ça nous a paru intéressant de pouvoir participer de la place qui est la nôtre, c'est-à-dire d'utilisateur, sur la mise en place du projet, quoi. Moi, ce qui m'avait assez bluffé, c'était l'intervention de la jeune femme qui nous avait fait effectivement cette étude avec le climat, les températures rencontrées au mois de juillet, août, la pénibilité, et puis effectivement tout ce que ça allait induire d'ouverture la nuit, aux heures les plus fraîches de la nuit pour laisser rentrer la fraîcheur, puis ensuite refermer pour la conserver à l'intérieur. Je me suis dit, c'est assez pointu comme étude. Et je me suis dit, là, ils vont loin, quoi. Ça va très loin, quoi. Et après, je me suis dit, est-ce que nous, on va vraiment pouvoir profiter de ça dans les faits, s'acclimater aussi, parce que c'est aussi un changement d'habitude pour nous, que de gérer l'ouverture, la fermeture des fenêtres, des volets, le présentiel, etc. dans le bâtiment. Donc, voilà. Et ça crée des changements chez vous, en dehors du travail et du bâtiment?
Vous voulez dire d'un point de vue personnel? Alors après, à mon humble niveau, je faisais, j'ai une maison à la campagne, je fais du tri sélectif, je fais du compost, j'ai une ruche, enfin voilà, chacun met, j'oserais dire, sa pierre à l'édifice. Mais quelque part, je me suis dit, maintenant, ça traverse tous les aspects de ma vie personnelle d'une part, mais aussi maintenant professionnelle, quoi. Donc voilà. La rénovation énergétique en low-tech ne peut pas se faire sans travailler avec les utilisateurs. Ils ont besoin de comprendre les enjeux climatiques, de découvrir d'autres façons de ventiler et de rafraîchir que la climatisation. Ils ont besoin d'être convaincus. Ce sont eux les premiers concernés. Ce sont eux qui devront faire vivre le bâtiment au quotidien. Retour en Aveyron, Héloïse Pelaine, ingénieure, et Emmanuel Pat, architecte, sont en fin de visite et les idées s'échangent. Que ce soit avec différentes enveloppes ou avec des meubles ou voilà, des zones quand même où on a bien chaud, parce que ça quand même c'est vraiment important. Quitte peut-être à même, je sais pas, revoir l'usage de certaines pièces, enfin ça après c'est à vous de voir. Oui, puis ce qui serait intéressant, c'est de travailler sur un plan d'occupation, je dirais presque horaire et saisonnière, Oui, c'est ça. en se disant, le mode réduit, c'est vous êtes tous les deux présents, c'est l'hiver, quel espace vous utilisez, le mode hiver où il y a des amis qui viennent au moment de Noël, je sais pas, et vous activez ce qu'il faut au moment où il faut. Qu'est-ce que vous voulez voir encore, la grande pièce de la grange? Alors on va aller par là peut-être. On termine avec la grange. C'est intéressant de pouvoir prévoir d'avance des espaces où travailler à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui on ne travaille pas juste avec un papier et un crayon. C'est vrai que des fois on a besoin d'une table pour poser un ordinateur, d'une prise, d'un accès, prévoir des espaces ombragés extérieurs qui seront un peu naturellement ventilés vu qu'on est dehors. Pour faire une rénovation énergétique en low-tech pertinente, il faut connaître les modes de vie des usagers et discuter avec eux des espaces qu'ils utilisent l'hiver, l'été, envisager peut-être avec eux des modifications de leurs usages. Restons dans les problématiques extérieures avec Vania Dormois, paysagiste. Nous sommes toujours dans un jardin, mais les oiseaux sont plus difficiles à entendre car nous nous trouvons sur la petite ceinture parisienne, au sein d'un jardin collectif de logements sociaux. Tout ce qu'on conçoit va générer des usages et de gestion un tout petit peu différentes. Ça demande d'accompagner aussi à la fois la gestion avec le personnel qui va entretenir les services de la ville ou du bailleur, d'une part, et avec les habitants qui vont venir dans le jardin, mais avec des choses simples. Alors si on parle des habitants, par exemple, le fait de planter avec eux, faire un atelier de plantation avec les enfants, les parents, fait qu'ils ont une attention particulière sur cet arbre, et même si les petits, ils l'ont adopté, ils vont venir le voir et ils ne vont pas le détruire. Ça, c'est du low-tech, en fait. On a l'impression qu'on est hors sujet. Non. Le low-tech aussi, pour nous, paysagistes encore plus, c'est assurer la pérennité de quelque chose. Maintenant, quand il y a des nouveaux arrivants, l'idée aussi, c'est qu'il y ait une forme de mise en place de petites règles du jeu, des espaces extérieurs qui peut être mis en signalétique, mais on aura essayé aussi qu'il y ait une association d'habitants qui s'occupe de ce jardin, qu'il y ait des usages aussi de potager, parce que ça fait venir tous les jours au jardin. Voilà. L'autre chose qui est importante par rapport à ça, c'est le gestionnaire de ce parc, du bâtiment et du parc. Je donne un exemple très concret. Qu'est-ce que les agents d'entretien utilisent comme produit pour nettoyer la cour pavée? Souvent, comme tout le monde fait, on lave le hall d'entrée avec de la javel et hop, on jette le seau sur la cour. Et comme on a fait toute la topographie pour que la moindre eau de pluie et de ruissellement aille dans la noue plantée, eh bien, il suffit qu'il y ait un seau par semaine pour que 3 mois après, le maître d'ouvrage nous appelle. Comment ça se fait, vos plantations? Vraiment, ça tient pas, tout est mort. Et comment vous assurez le futur? Parce que les salariés, ça passe, ça part à la retraite, ça part dans d'autres métiers. Est-ce que c'est un livret? Est-ce qu'il y a un régisseur du bâtiment? Comment on fait pour être sûr que, une fois que cette génération-là d'utilisateurs va disparaître, le savoir va rester?
Alors ça, c'est une super bonne question. La question des livrets, c'est un peu un truc... Christine Le Cerf, on le fait parce ingénieure. qu'on dit qu'il faut faire un livret. J'ai l'impression que ça reste un peu extérieur. Je vois pas trop d'autre chose que d'expliquer concrètement sur le terrain et que les gens s'approprient et qu'à la limite, après, ils expliquent aux autres ce qu'ils font, ce qui marche pour eux et que les gens fassent des essais-erreurs et une fois qu'ils ont compris leur confort, vous savez que si vous avez un courant d'air, eh ben, vous allez ressentir une température beaucoup moins importante. Hein. Donc ça, c'est quelque chose que vous savez en fait. Et donc, si vous l'avez expérimenté, moi je crois beaucoup à ça, si vous l'avez expérimenté, c'est-à-dire j'ouvre là et je me rends compte que je suis plus confortable, bah, la prochaine fois, vous allez ouvrir, tout simplement. La question de la pérennité, du suivi, est toujours une question essentielle. Dans les maisons individuelles, certains comme Antoine ont la chance d'avoir trouvé chez un artisan ce rôle de régisseur. On voit bien le toit en ardoise au centre et après c'est des lauses, c'est ça que sur les deux... Sur les deux bâtiments, maison et grange, c'est de la lauze, oui. Il y a un entretien à faire peut-être. Oui, là. mais ça c'est le charpentier couvreur qui suit la maison. Il vient normalement donc tous les ans et tous les ans il fait le petit nettoyage qui va bien. D'accord. Surveillance, le remplaçage des lauses. C'est comme le médecin de famille en quelque sorte. C'est ça. Il va être capable d'intervenir de façon très light, juste pour faire la bonne chose au bon moment. C'est ça. C'est la maintenance préventive au lieu de la maintenance curative. Quoi. Exactement. Ça, c'est très très important. Avoir la bonne attention au bon moment, plutôt que d'aller mettre la grosse artillerie quand c'est trop tard. Et ça, c'est un peu un de nos rêves, quoi, d'avoir des régisseurs de bâtiments qui sont attentifs, qui aiment ça. Et ça, c'est pas toujours valorisé parce que quand il n'y a pas de problème, comme on dit, on parle pas des trains qui arrivent à l'heure. C'est un métier à réinventer ou un peu comme autrefois, il y avait des gardiens qui étaient capables même de connaître les gens aussi, parce que c'est pas seulement le bâtiment, c'est aussi comment on vit dedans. C'était le low-tech en rénovation énergétique, épisode 2. Le low-tech demande qu'on réfléchisse beaucoup en amont, mais qu'on fasse confiance aux utilisateurs. Expertise, Emmanuel Pat, architecte, et Héloïse Pelaine, ingénieure thermique. Création, partage de voix. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Une production Profil, conçue par l'ICEB et pilotée par l'agence Qualité Construction. Musique, Basile Mandigral. Prochain épisode, comprendre le bâtiment, son histoire, son environnement.